Vous êtes avec une plongée en profondeur. Aujourd'hui, nous abordons vraiment quelque chose de complexe, les dynamiques de l'injustice en Guinée. Nous utilisons l'analyse d'un chercheur américano-guinéen pour un peu cartographier cela. Et examiner comment les structures de pouvoir peuvent, piéger toute une société. Vraiment? Oui, dans ce cycle d'oppression, c'est un tableau assez saisissant. Le chercheur décrit comment le pouvoir peut essentiellement protéger certaines personnes tout en mettant d'autres en grand danger. C'est un système, vous savez, où ce qui vous arrive dépend vraiment de qui vous connaissez. Exactement. Donc notre mission aujourd'hui dans cette plongée en profondeur est d'extraire le cœur de cet argument pour comprendre comment ce déséquilibre de pouvoir et de risque fonctionne réellement sur le terrain en Guinée. Et peut-être surtout ce que le chercheur suggère pourrait éventuellement changer les choses. D'accord, alors commençons par cette idée centrale, ce grand déséquilibre entre risque et récompense. C'est vraiment le fondement de toute l'analyse. Donc le chercheur note que, généralement parlant, avec, et c'est une exception vraiment importante et tragique, le régime précoce de Sékou Touré ou l'ethnie Peul a fait face à une terrible persécution. Un point crucial, oui. Mais à part cette période, être aligné avec les pouvoirs en place en Guinée signifiait généralement, liberté et avantages, un ensemble de règles presque différents. C'est l'idée centrale, n'est-ce pas? Quand ceux au pouvoir ne font face à aucune conséquence, la corruption n'est pas juste une option. Elle devient presque, le chemin logique. Pour certains, c'est fou. Le chercheur présente des preuves, vous savez, des gens au sein ou proches des cercles dirigeants opérant sans crainte. Comme détourner de l'argent public, abus de pouvoir, voire prendre une vie. Incroyable. Être protégé de toute véritable responsabilité légale. Les sources mentionnent des administrateurs traitant les fonds publics comme leur propre compte bancaire, jetant des gens en prison sur un coup de tête, forçant des mariages, et rien ne leur arrive. Et ce n'est pas juste pour éviter la punition, n'est-ce pas? Il y a de réels avantages à être un initié. Oh, absolument. Parlez-nous de ça. Pour les affaires, les gens avec les bonnes connexions, pensez à juteux. Contrats gouvernementaux, allègements fiscaux, tout le système se plie pour favoriser ceux qui jouent le jeu. Et pour les individus, les gens voulant des emplois ou... Influence, la loyauté est clé. Cela ouvre des portes, des emplois de haut rang, pas seulement pour vous, mais pour tout votre réseau, votre famille, vos amis. Donc les ressources de l'État deviennent des outils pour garder le pouvoir? Essentiellement, oui, des outils pour récompenser la loyauté et maintenir le contrôle par la violence. Ce qui, bien sûr, crée une réalité complètement différente et franchement terrifiante pour quiconque ose résister. Oh, absolument. Les risques sont énormes et variés. Comme quoi, spécifiquement? Toute forme d'opposition, vraiment, même critiquer, disons, les amis ou la famille des puissants. Cela peut déclencher une réponse vraiment sévère. Le chercheur énumère des choses comme l'emprisonnement, l'enlèvement, le meurtre, la violence sexuelle, des choses lourdes et professionnellement aussi, définitivement. Vous parlez, vous pourriez perdre votre emploi, être écarté pour une promotion. Si vous possédez une entreprise, elle pourrait être sabotée, voire confisquée. Waouh! Et cela ne s'arrête pas à l'individu. Le danger se propage. Famille, amis deviennent des cibles. Cela pourrait signifier l'exil ou pire. Ou pire. Et la partie vraiment sombre? Peu ou pas de chance de justice, aucune responsabilité pour le mal qui vous est fait. Donc ce déséquilibre massif, le chercheur soutient qu'il ne fait que s'auto-alimenter. Exactement. Cela crée ce cycle. Des gens qui pourraient au départ être en désaccord ou critiques. Ils se retrouvent presque forcés de soutenir le système ou au moins de rester silencieux, juste pour se protéger, eux et leur famille. C'est presque une sorte de logique sinistre en jeu. On pourrait le voir ainsi. Je veux dire, quand on pèse ces menaces immédiates, très réelles, contre les avantages potentiels de s'aligner avec le système. Privilèges, argent, protection, pouvoir. Le choix de se conformer, même si cela semble moralement incorrect, commence à ressembler à une stratégie de survie. Et le chercheur croit que toute cette dynamique s'est en fait aggravée sous la junte militaire actuelle, le CNRD, et son chef Mamadi Doumbouya. C'est l'argument qu'ils utilisent activement les ressources de l'État pour en quelque sorte renforcer cela. Comment ça? L'analyse pointe vers une stratégie délibérée, utilisant l'argent public, prétendument pour acheter du soutien et cultiver la loyauté, tout en utilisant en même temps le pouvoir de l'État, les ressources de l'État, pour écraser violemment toute opposition restante. Donc cela rend la dissidence encore plus risquée. Précisément, poussant de plus en plus de gens vers le silence, ou au moins la conformité extérieure, peu importe ce qu'ils pensent vraiment. D'accord, donc cela couvre les sortes de pressions externes, les risques et les récompenses. Oui, mais le savant plonge aussi dans la psychologie, n'est-ce pas? Les choses internes. Oui, les facteurs psychologiques et sociologiques. Pourquoi les gens pourraient suivre un système qu'ils savent au fond être injuste? C'est fascinant. Par où commençons-nous? Un concept clé est la dissonance cognitive. D'accord, expliquez ça un peu. C'est ce sentiment inconfortable que vous ressentez lorsque vos actions ne correspondent pas à vos croyances. Donc, si vous croyez que le système est mauvais, mais que vous agissez de manière A,
Le soutenir, peut-être par peur ou pour un gain personnel. Exactement. Votre cerveau ressent ce conflit. Donc, pour atténuer ce stress, les gens rationalisent. Quel genre de rationalisation? Le savant donne des exemples, comme se dire « je fais juste ça pour garder ma famille en sécurité ». D'accord, ouais. Ou ce vieux classique « eh bien tout le monde le fait de toute façon ». Cela le rend plus acceptable, moins comme un échec personnel, une sorte de… Gymnastique mentale pour faire la paix avec ça. Et il y a un autre concept mentionné, désengagement moral, d'Albert Bandura. Exactement. Désengagement moral. Ce sont des astuces mentales spécifiques que les gens utilisent pour agir contre leur propre code moral sans se sentir trop mal à ce sujet. Des astuces comme quoi? Des choses comme minimiser le mal qu'ils causent ou blâmer les victimes, elles l'ont bien cherché. Ou simplement déformer les faits, créer une histoire où leurs actions semblent justifiées ou même nécessaires. Donc, vous pouvez vous déconnecter des conséquences négatives de vos actions? En gros, cela permet aux gens de violer leurs normes sans culpabilité paralysante. Et tout cela est motivé en dessous par une peur brute, n'est-ce pas? Absolument. La peur est un énorme motivateur ici. Peur de perdre votre emploi, votre liberté. Votre sécurité, la sécurité de votre famille. Quand les représailles sont une menace réelle et constante, cet instinct de survie de base s'enclenche. Les gens priorisent naturellement la sécurité immédiate, même si cela signifie compromettre leurs valeurs ou soutenir des choses qu'ils détestent. C'est une réponse humaine fondamentale dans des situations extrêmes. Oui, c'est vraiment le cas. Face à ce genre de menace, l'éthique peut sembler un luxe qu'on ne peut pas se permettre. C'est un tableau assez sombre dans l'ensemble, mais le chercheur ne se contente pas de diagnostiquer le problème. Exactement. Il propose une voie à suivre, ce contrepoids au risque. Exactement. L'argument est que ce cycle d'injustice, cette oppression, va probablement continuer à moins que quelque chose ne change. Le calcul de base pour ceux au sommet, c'est que s'ils ne subissent aucune conséquence réelle pour leurs actions, pourquoi s'arrêteraient-ils? Il n'y a pas d'incitation à changer. Exactement. L'idée centrale et audacieuse du chercheur est que le coût de l'oppression doit commencer à dépasser les bénéfices pour ceux qui oppriment. Jusqu'à ce que cela se produise, le cycle continue. C'est la logique présentée. Et cela mène à une suggestion assez provocante visant ce que le chercheur appelle les minorités de 0,1%. Cette petite fraction qui s'accroche encore à ses principes. Oui, l'appel est essentiellement pour que ce groupe cesse de résister passivement et commence à créer activement des risques pour le système. Lui-même, pour ses membres, ses partisans. Oui, la suggestion est que ceux qui perpétuent l'injustice, ceux qui en bénéficient, doivent commencer à ressentir la même peur que leurs adversaires. Les adversaires vivent avec quotidiennement. De quel type de risque parlons-nous? Le texte mentionne des choses assez sérieuses. Enlèvement, destruction de biens, voire le risque de mort sont mentionnés comme des choses que l'autre camp devrait potentiellement craindre. Waouh, ça semble extrême. Quelle est la logique derrière la défense de cela? La logique sous-jacente, telle que présentée par le chercheur, est basée sur la nature humaine. Les gens ont tendance à choisir le chemin de moindre résistance, le chemin avec moins de danger. Donc, si tout le danger, tout le risque est accumulé d'un côté, les adversaires, tandis que les puissants opèrent sans risque. Le déséquilibre reste simplement figé. Exactement. Pour briser cela, le chercheur soutient que les risques doivent être bien équilibrés, répartis plus équitablement. C'est le seul moyen, selon cette vision, de créer un véritable effet dissuasif. Et le chercheur essaie de soutenir cela avec des analogies historiques, religieuses. Oui, essayez de cadrer cette idée, qui semble assez radicale, dans un contexte plus large, la faisant paraître moins comme une simple défense de la violence et plus comme l'application d'un principe fondamental. Comme la référence au Coran. Exactement. Le verset 2082 est cité, qui parle de récompense pour les bonnes actions et de punition sévère pour le mal. Le chercheur interprète cela comme montrant une sorte de sagesse divine basée sur des conséquences équilibrées. Donc, récompense et punition comme motivateur, comme. Moteurs fondamentaux du comportement humain, oui, c'est la connexion qui se fait. Et l'autre exemple, le prophète Mohammed avant la bataille de Badr. Oui. Le point ici est que même en s'appuyant sur la foi et en cherchant l'aide de Dieu, l'action pratique était toujours essentielle. Ce n'était pas juste de la prière. Non, le prophète a activement préparé. Il a mobilisé ses troupes, rassemblé des ressources, planifié une stratégie, puis prié pour la victoire. D'accord, donc l'analogie est sensée. Montrez que vous ne pouvez pas simplement compter sur des arguments moraux ou une aide extérieure. Vous devez prendre des mesures concrètes vous-même pour changer la situation sur le terrain. Établir ce contrepoids au risque est présenté comme cette action pratique nécessaire. Donc, en rassemblant tout cela, les chercheurs soutiennent que créer ce véritable contrepoids au risque n'est pas seulement une nécessité pragmatique pour changer la dynamique de la Guinée, mais cela a aussi des échos dans des exemples historiques et même des enseignements religieux sur les conséquences. C'est l'argument en résumé, que parvenir à un équilibre des risques où les puissants font également face à des conséquences négatives significatives pour l'injustice est le catalyseur clé nécessaire pour briser le schéma destructeur de la Guinée.
D'accord, donc pour vous qui écoutez, nous venons de parcourir une analyse assez intense d'un chercheur guinéen-américain examinant comment l'injustice est ancrée en Guinée. Examiner ce système d'impunité pour certains risques graves pour d'autres et comment cela crée ce cycle auto-alimenté d'oppression. Nous avons aussi abordé la psychologie, dissonance cognitive, désengagement moral, des éléments qui aident à expliquer pourquoi les gens pourraient se conformer à ou soutenir un tel système. Et puis, nous avons abordé la proposition assez controversée des chercheurs, la nécessité de créer un contrepoids de risques pour perturber l'ensemble. Établir ces parallèles avec l'histoire et les idées religieuses sur les conséquences, ce qui nous laisse, vous et nous, avec une pensée assez importante à méditer. La vraie question est de savoir dans quelle mesure cette dynamique fondamentale de risque et de récompense façonne le comportement. Pas seulement en Guinée, évidemment, mais partout. Exactement, si vous prenez cette analyse, ce cadre, Oui. comment cela pourrait-il vous aider à comprendre d'autres situations, d'autres déséquilibres de pouvoir, d'autres formes d'injustice que vous voyez autour de vous? Quelles sont les implications plus larges de voir les choses à travers ce prisme de risque contre récompense? C'est certainement une façon puissante de voir les choses. Nous espérons que cette plongée en profondeur vous a donné des idées précieuses, matière à réflexion. Continuez à réfléchir de manière critique à ces questions. Merci de nous avoir rejoints pour la plongée profonde.